Philippe Rabas, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Aubet. Nous sommes avec vous au Midcap de Ports-en-Parc. Vous rencontrez des investisseurs. Alors, vous leur parlez bien sûr des derniers mois de votre société. Comment s'est passé le dernier exercice pour Aubet? Bon, écoutez, j'aurais du mal à dire qu'il ne s'est pas très très bien passé, puisque c'était le meilleur exercice depuis l'histoire de Aubet. Ça fait 20 ans qu'on existe chez Aubet. Vous et moi, on s'est connus il y a très très longtemps. On faisait quelques dizaines d'ingénieurs. Aujourd'hui, on fait presque plus de 6000 personnes au sein du groupe, 7 pays en Europe, une croissance très forte, un chiffre d'affaires qui a atteint plus de 350 millions d'euros en 2017, une rentabilité qui n'a jamais été aussi forte. Donc tous les indicateurs ont été ouverts sur 2017. Effectivement, on parle beaucoup de transformation digitale, transformation numérique. Tous les acteurs finalement du secteur ont évolué. Vous, de quelle manière vous avez évolué justement pour répondre à ce marché? Écoutez, chez Aubet, il y a un point important, c'est que on n'oppose pas la transformation digitale ou transformation numérique à l'industrialisation de l'IT. Donc on reste sur ces deux pans d'activité, c'est-à-dire à la fois gérer toute la partie historique, patrimoine historique de nos grands clients, parce que je vous rappelle que nous on a une caractéristique, c'est qu'on travaille que chez des grands clients, des clients grands comptes, on n'est pas sur une market, et en même temps on s'occupe de la transformation digitale. Et ces deux activités sont parfaitement complémentaires puisque les nouvelles applications que nous construisons rentrent dans le patrimoine, que nous gérons. Et donc tout ça se passe très très bien. Euh, En complément de ces deux activités, je dirais qu'il y a beaucoup l'aspect aussi réglementaire qui a des impacts positifs sur notre activité, Solvency, MiFID, RGPD, voilà, tout plein de règlements qui sont très, très importants et qui nous donnent beaucoup de business. Oui, parce que vous avez aussi des secteurs historiques qui sont toujours là. Exact. Ouais. En fait, nous, on était très déséquilibrés pendant très longtemps, ou du moins on avait un biais important sur le secteur bancaire, financier, assurance. Ce biais est en train de diminuer parce qu'on a fait quelques acquisitions dans le domaine industriel, surtout dans le domaine télécom. Mais bon, ça représente quand même en Europe à peu près 60% du chiffre d'affaires, banque, finance et assurance. Donc dans ce secteur-là, qui est très impacté par le réglementaire, je dirais que c'est la partie réglementation, c'est un peu du pain béni pour nous. Voilà, oui, puis là, pour le coup, ils parlent tous les jours de cette transformation digitale et pour ces sociétés-là, c'est majeur. Oui, c'est vraiment un enjeu absolument majeur de transformation. On le voit bien chez tous les acteurs financiers. Il faut répondre à une forte transformation de l'utilisation et de la relation qu'on a avec son assureur, avec sa banque. Donc on est en plein dans le cœur de l'activité. Mhm. Quand on regarde les différents marchés, on trouve, je dirais, sur les différents marchés, le même type de croissance. Il y a vraiment un besoin Oui, toute la aujourd'hui. matinée, on a répété ce même discours. En fait, quels que soient les verticaux, en fait, on a la même croissance en ce moment. On est dans une phase de marché où il y a une très très forte demande, où le problème c'est vraiment la ressource, c'est les people pour arriver à répondre à cette demande. Donc il n'y a pas un secteur qui drive plus que d'autres. Alors évidemment, par moment, il y a toujours un client qui est un peu plus consommateur, mais globalement, je veux dire, la demande est très forte partout. Dans un contexte économique, on va quand même se le dire, qui est quand même meilleur que ce qu'on a pu connaître dans les dernières années. Donc tout ça, c'est plutôt très positif pour notre secteur. Mhm. Quand on regarde effectivement les groupes comme les vôtres, on voit aussi des plus petites structures émerger, puisqu'on parle de technologie. Donc, vous regardez aussi l'écosystème startup, pour faire simple, mais où on va aller peut-être piocher à la fois des idées ou aussi des équipes. Oui, alors, euh, bon, dans ce que vous avez dit, il y a plusieurs choses à avoir. Déjà, dans notre écosystème de SN, en fait, pendant longtemps, il n'y avait pas de nouvelles sociétés qui se créaient. Là, il y en a des nouvelles qui se sont créées. Effectivement, vous avez dit sur des niches de marché. Sans historique, donc avec beaucoup de valeur ajoutée sur une niche, donc elles ont réussi à pénétrer des clients et ça on regarde de près et on les laisse un peu évoluer et peut-être ça sera des cibles de demain, pourquoi pas en termes de croissance externe. Et puis il y a l'environnement des startups où bon là c'est un peu plus complexe parce qu'il y a dans les startups il y a un peu tout, il y a un peu à boire et à manger, c'est un peu dur de faire le tri, mais on travaille beaucoup avec nos clients sur l'intégration de certaines startups, du moins de leurs services, dans leur système d'information, hein, puisque de plus en plus de banques, d'assureurs, d'industriels, plutôt que de développer des services, finalement, vont prendre les bonnes idées des startups. Et une vraie problématique, c'est de les intégrer au sein du système d'information. Là, on arrive sur ce créneau. Mhm. Alors pour les clients aussi, ces transformations, bon, on disait elles sont majeures, mais est-ce que effectivement aujourd'hui on arrive à accompagner toutes ces transformations? Vous parliez de ressources, ça veut dire qu'il faut aussi trouver, aller à séduire les ingénieurs. Vous parliez d'ingénieurs, Ouais, c'est clair. il y a des opérations de séduction C'est pour clair. recruter. Écoutez,
c'est un bon problème. Vous savez, moi je ne suis plus un jeune dans le secteur quand même, j'ai commencé dans les années 80, à une époque où on trouvait beaucoup de travail, on avait des fortes augmentations, on avait plusieurs missions possibles. Je trouve ça vraiment bien qu'on soit revenu en ce moment dans une période comme ça pour les jeunes, c'est vraiment absolument formidable. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le vrai souci c'est effectivement les people, la ressource, c'est notre savoir-faire. Et je dirais que nous, on offre à ces jeunes collaborateurs, d'une part, des missions qui sont à forte expertise, où ils peuvent changer souvent de mission, voire plusieurs types de clients. Donc, effectivement, le focus est mis sur la séduction des jeunes au travers, effectivement, de formation, de parcours, de salaire, de bonus aussi, évidemment, faut en parler, mais de missions aussi extrêmement intéressantes, sachant que vous savez bien que les ESN sont des sociétés de passage quand même, hein. Chez nous, on passe entre 2 ans et 5-6 ans. Et en général, on va chez un client grand compte à la sortie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'enjeu, la problématique, c'est une problématique de ressources. Du côté des perspectives, est-ce que vous êtes, vous, dans une dynamique de croissance organique ou vous regardez aussi ce qui se passe en termes de croissance externe? Les deux. Bon, il est évident que depuis, vous avez déjà dit ça, je crois, dans les années 2000. Évidemment, quand l'économie va bien, nous, on est à fond sur la croissance organique parce que c'est ce qui est quand même le poumon, le moteur d'une entreprise, c'est ce qui donne de l'avenir à nos collaborateurs. Bon. Donc en ce moment, on est en plein là-dedans et on essaie de délivrer une croissance organique de l'ordre de 7%, voire un peu supérieure. Je pense que c'est tout à fait possible. Et dans le même temps, pour accélérer le développement, eh bien, on cherche à faire des acquisitions. Je vous rappelle qu'on en a fait quand même 29 depuis l'origine, qu'on les a toutes intégrées, qu'on travaille sous une marque unique. Chez nous, un pays, c'est une entité juridique, une organisation. Ça nous différencie beaucoup de nos compétiteurs. Mais on cherche à faire des acquisitions. Alors c'est vrai aujourd'hui qu'on est plutôt sur les pays de l'Europe du Sud où nous sommes présents, parce que peut-être qu'il y a un peu moins de concurrence en termes d'achat, il y a des sociétés un peu moins chères en fait, à acheter. C'est plutôt là en fait, qu'on sera présent. Donc de l'organique sur les territoires où ça va très bien, de la croissance externe sur les territoires où on peut encore acheter. Est-ce que vous êtes aujourd'hui sur les pays sur lesquels justement vous avez pensé être, ou est-ce que vous vous dites, tiens, il y a des pays là, il faut absolument qu'on trouve une solution pour y être? Alors ça, c'est encore une autre de nos caractéristiques. Souvent, les gens me disent, mais pourquoi vous êtes présent sur tel ou tel pays? Et je réponds toujours la même chose. En fait, nous sommes présents là où nos grands clients sont présents et où nos grands clients vont. Si vous prenez tous nos clients grands comptes, la liste Obey, vous remarquerez que nous sommes présents partout où ils sont. La BNP, au travers effectivement de la banque de détail, la conservation, l'assurance en France, mais la BNL en Italie, on y est, Fortis, Belgique, Luxembourg, on y est, CIB en Espagne, le conservateur au Portugal. C'est vrai, tous les clients grands comptes de Obey, sauf un, il faut toujours une exception, c'est Allianz, puisque c'est un de nos grands clients, et pourtant on n'est pas à Munich. Bon. Une fois que j'ai dit ça, je me dis, est-ce qu'il nous manque des pays dans ce maillage, c'est-à-dire des pays où nos clients seraient, où nous ne sommes pas? Il y a effectivement l'Allemagne avec Allianz, mais c'est très compliqué pour un groupe français d'acheter en Allemagne. On l'a vu par le passé avec beaucoup de nos compétiteurs. On ne se pense pas beaucoup plus intelligent, donc on fait attention. Et puis, en tout cas, on pense qu'il y a un gros potentiel sur les pays où nous sommes. Bon, peut-être qu'il y a des pays comme la Pologne qui peuvent être intéressants parce que d'autres de grandes banques se sont implantées là-bas et ont des grosses équipes. Parce que nous, il faut que nos clients soient présents, mais avec des gros services IT. Ouais. Du côté des perspectives toujours, 2018, comment on se présente l'exercice? Écoutez, j'ai décliné des perspectives, on a décliné avec David Fuchs des guidance qui sont extrêmement intéressantes, me semble-t-il, puisqu'on devrait réaliser un chiffre d'affaires d'à peu près 395 millions d'euros. Ça fait une croissance organique importante, une croissance totale de plus de 13 ou 14%, je crois. Et on a révisé notre guidance de marge pour la situer entre 9,5 et 10,5. Ce que je peux vous dire, ce n'est pas un secret, je l'ai dit à Masfaf il y a 15 jours et je l'ai redit ce matin, c'est que le début d'année est excellent. Sur Belgique, Luxembourg, France, Portugal, on est plutôt au-dessus de nos attentes internes. Et sur Espagne et Italie, on est aux attentes. Donc ce serait difficile de ne pas dire qu'on est très confiant sur nos guidance après un trimestre qui se passe aussi bien. Maintenant, un trimestre ne fait pas non plus une année. Donc, Voilà, c'est ce qu'on répète souvent aux analystes. Merci Philippe Rabas. merci à vous.